20h, 20h30, 1h, tout à fait plausible. Je vous ai fait venir pour plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de débattre avec vous du PLU de Caen. Je profiterai également de cette soirée pour donner quelques indications, en tous les cas ma vision politique de la ville de Caen, puisqu'on est à 13 mois des élections municipales, donc c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. Je dis bien tout le monde, et vous le verrez dans le débat justement sur le PLU, que ça concerne les Canets, mais ça concerne aussi, et encore plus demain, ça concernera les habitants de toutes les communes périphériques, en particulier des autres communes de Caen-la-Mer. Donc on est vraiment sur un débat de fond qui doit nous interpeller, nous faire réfléchir. Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on aura tous des idées extrêmement tranchées, arrêtées, et d'autres des espaces questions, auxquels je voudrais vous donner peut-être quelques éléments clés ou grilles de lecture, mais aussi en vous référant aux vrais documents que vous pouvez trouver sur Internet, d'aller voir ce qu'est réellement un PLU en termes de traduction réglementaire pour vous. Alors c'est quoi un PLU? Un PLU, c'est la loi SRU, il y a déjà quelques années, a défini ce que seraient dorénavant les documents d'urbanisme. Les PLU de demain vont remplacer, déjà commencer dans notre ville, à remplacer les POS. Vous connaissez tous les POS, plans d'occupation des sols. Donc on ne parle plus maintenant de plans d'occupation des sols, mais on parlera de plans locaux d'urbanisme, les PLU. Et ces PLU intègrent un certain nombre de données, en particulier des considérations d'ordre environnemental, qui ont émergé depuis quelques décennies, et à partir de là, interpellent chacun, le PLU étant une traduction réglementaire, donc c'est un petit peu techno, hein, excusez-moi, mais c'est la traduction réglementaire de cette vision de l'urbanisme, de cette vision de l'urbain. Il y a dedans un certain nombre d'éléments, on va dire, qui sont communs à toutes les grandes villes, et puis d'autres qui correspondent à des spécificités canaises. Ce que je veux dire, c'est que l'autorité municipale, le maire et son conseil, a réellement dans ce domaine un véritable pouvoir. C'est lui qui définit quelles seront les règles d'urbanisme de demain. Et ces règles d'urbanisme, elles sont édictées non seulement dans leur généralité, mais aussi dans leur déclinaison extrêmement précise, parcelle par parcelle. Et donc, la première démarche logique, si vous vous intéressez au PLU, et que vous habitez, où que vous habitiez d'ailleurs, vous rentrez par exemple dans le site internet de la ville de Caen, urbanisme, PLU, et vous allez regarder les plans de zonage, vous y retrouverez la portion cadastrale qui correspond à votre maison, à votre jardin et à votre immeuble, et vous regarderez à partir de là ce qui est autorisé de faire ou interdit, ce que votre voisin, vos voisins pourront faire, ce que l'espace vert qui est devant vous pourrait éventuellement devenir, etc., etc. Oh que oui, monsieur Launay, on va en parler. Voilà. Les choses ne sont pas immuables. Et quand j'ai découvert les premières réflexions qui remontent il y a 5-6 ans hein, sur ce nouveau PLU tel qu'il était voulu par le maire Philippe Duron, j'ai senti, et j'ai souvent alerté l'opinion publique, on a senti, parce qu'avec moi il y a d'autres élus, mais on a senti qu'il y avait une espèce de volonté de donner un peu comme élément dogmatique, attention, cette ville perd des habitants, quelque chose qu'on a beaucoup entendu. On va se poser la question, est-ce que c'est vraiment grave? Jusqu'où est-ce que c'est grave, très grave, ou finalement pas autant? On a entendu dire ensuite, ben, on est désolé, on augmente fortement les impôts, mais on n'a pas le choix, c'est parce qu'on est moins nombreux à payer, donc il faut payer plus. Et d'ailleurs, si vous avez envie de payer moins, ben demain, il suffit d'être plus nombreux. Bon, j'ai dit, toi, je te vois venir. Très rapidement est arrivée l'idée, ben, pour être plus nombreux à payer l'impôt, il faut mettre plus de monde dans la ville, construire davantage de logements encore, et on ne peut pas nier qu'il y a des logements, enfin des familles, des gens qui attendent des logements, donc il faut construire de nouveaux logements, et à partir de ce moment-là, on a une logique de densification de la ville. Donc les grands mots-clés sont lâchés, perte de population,
fiscalité qui augmente, population à faire venir, en particulier des familles, densifier la ville pour construire plus qu'hier. Alors, sur ces généralités, on peut déjà avoir des débats, être d'accord, pas d'accord. La nécessité de logement, on en convient. On peut se poser des questions, parce que pour faire venir des jeunes familles avec des enfants, la fiscalité est en adéquation, j'ai des fois du mal à comprendre. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui fait cette ville? Et c'est la première. Quand j'ai vu les premiers documents d'urbanisme arriver, je me suis dit, mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui fait l'identité de notre ville? Et en fait, je suis revenu un peu à l'origine de mon engagement politique. Cette ville, on l'aime, on y habite, on y vit, on y travaille. Et pourquoi est-ce qu'on l'aime comme ça? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une belle ville? Moi, je pense qu'une des fortes caractéristiques de Caen, c'est que c'est une ville où il fait bon vivre, parce que c'est une ville à dimension à taille humaine, une ville qui est aérée. Et je me souviens d'une directive très politique qui avait été donnée il y a une trentaine d'années à Caen. Je m'en souviens bien parce que c'était le maire qui l'avait donnée, mais il n'y aura aucun logement à Caen situé à plus de 500 mètres d'un espace vert. Voilà par exemple un élément de composition urbaine qui vous donne une vraie philosophie à la construction dans la ville. Et à partir de là, on se dit qu'il faut donc des espaces d'aération, ce qui ne veut pas dire que pour autant, entre ces espaces d'aération, il ne faut pas créer un peu de densité. La densité, parlons-en, ce n'est pas, à mon sens, un gros mot, ce n'est pas quelque chose qui doit faire forcément peur, mais c'est, je pense, un concept qu'il faut manier avec précaution, d'une part pour justement ne pas télescoper, aller contre cette identité de la ville que l'on lui reconnaît et qu'on n'a pas envie de démolir, je pense que c'est les cas auxquels les Canets sont attachés, et puis quand même répondre aux obligations de construction de logements, etc. Donc il y a des territoires et de très grands territoires de projets à Caen où ces choses peuvent se mettre en place. Et puis il y en a d'autres où finalement il faut quand même être interpellé en se disant qu'est-ce qu'on fait avec l'existant, le bâti existant. Et ce qu'on a découvert dans la traduction réglementaire d'un certain nombre de ces objectifs, c'est qu'au travers de territoires de projet, il y en a 12 qui ont été identifiés dans la ville, et moi j'en ai repéré quand même 9 sur les 12, qui sont des lieux qui viendront réellement en confrontation avec l'existant. Et souvent cet existant, il est cohérent. Quand je dis qu'il est cohérent, c'est important dans une ville. Ça veut dire qu'il est, non pas fini, c'est jamais forcément fini, mais il se tient. Il y a une harmonie, il y a une forme de paysage urbain, il y a même une harmonie en termes de sociologie. Les gens se connaissent entre voisins. On vit dans un quartier, on connaît ses voisins, on a des philosophies de vie qui sont à peu près les mêmes parce qu'on a un habitat à peu près identique. On jouxte d'autres secteurs de quartier où des gens peuvent avoir des philosophies de vie un peu différentes, mais tout ça avait été fait avec des règles de respect, de recul. Un territoire urbain qui est un territoire fini, c'est un territoire qui doit être équilibré. Et ce que je ressens, c'est que dans cette volonté, avec ces secteurs de projet qui vont venir vraiment en confrontation, mais en confrontation dure, puisqu'à certains endroits, j'ai détecté quand même des immeubles qui feront R+6 à 10 mètres de maison. Alors après, il faut aller voir si ça vous concerne ou pas, mais il y a 9 territoires de projet à Caen où ce type de situation va arriver. Nous, à Caen, on était restés là où il y avait des confrontations avec des immeubles et des pavillons, on était restés sur des typologies de R+4. Et en général, on faisait une coupure verte. Regardez Beaulieu, construit Beaulieu, c'est R+4. Vous avez une coulée verte derrière qui isole un peu de tout le secteur pavillonnaire de façon à ne pas gêner les habitants. Il y a eu de la concertation, il y a eu des débats. Les seuls qui nous ont vraiment embêtés ce jour-là, qui sont rentrés dedans, c'était la gauche. Et aujourd'hui, ils ne mettent même pas ces coupures vertes et ils proposent des constructions allant de R+4 à R+6. Et ça, vraiment, vous l'avez partout dans la ville. Hein, partout dans la ville. J'ai aussi détecté, donc ça m'interpelle parce que
c'est pas ce à quoi on s'attend. Vous avez acheté une maison, vous vivez là, vous êtes bien, on est en harmonie, et on a ici une fenêtre, un cône de vue, un petit espace vert ou plus conséquent. Un endroit, c'était une réserve pour des équipements publics, mais un équipement public, il ne vient que s'il est nécessaire, s'il est attendu, s'il est voulu. Il ne ressemble pas forcément tout l'espace. Et là, on va plutôt vers des secteurs qui aujourd'hui sont véritablement des espaces verts, mais qui deviendront réellement des espaces construits à haute densité. Alors, ça, déjà, ça fait un petit peu mal. Et puis, on nous dit, mais soyez rassurés, la quantité d'espaces verts va fortement évoluer à Caen. Et partout, on voit des morceaux d'espace vert qui disparaissent, et quand on fait le total, on nous met 200 hectares de plus. 200. C'est quand même... Alors on avait posé la question il y a 5-6 mois lors d'une première phase de débat, et le maire ne nous a jamais répondu. On avait demandé une cartographie précise de ces espaces verts. Alors maintenant on l'a, puisqu'on a tous les plans de zonage, et on les retrouve. Alors il y a une supercherie extraordinaire, et je me dis que quand un élu en est amené à vous présenter les choses avec un tel niveau de supercherie, c'est qu'il y a vraiment un loup qu'il faut cacher. Et ce loup, je ne vais pas tout vous dire, ce serait long. Mais par exemple, le terrain de foot qui est entre l'avenue de Tourville et la rue Basse. Terrain de foot, grand espace de pelouse, tous les gamins viennent là, jouent le week-end, etc. Il y a les pavillons au-dessus, c'est un espace d'ouverture, on voit le canal, on voit la presqu'île, il y a des centaines de gens qui en profitent. C'est pas un espace vert, c'est un terrain de foot. Donc on le supprime, on va mettre des immeubles à R+6, on ne supprime pas d'espace vert, puisque c'était un terrain de foot, c'était pas un espace vert. Ah, déjà dans une philosophie un petit peu différente, vous voyez. Pour un autre exemple, mais on a trouvé à peu près 80 hectares, je crois, en plus, autour du périph' nord. Donc en gros, on supprime dans les quartiers les petits espaces verts, et on dit aux enfants, allez jouer sur le périph', hein. C'est un peu ça. En pratique, c'est ça. Les espaces verts de quartier disparaissent, mais on trouve des hectares supplémentaires de manière artificielle. Les délaissés d'autoroute, excusez-moi, on n'en profite pas de la même manière que le petit espace vert qui est à 100 ou 200 ou 300 mètres de chez soi. Autre supercherie, on comptabilise en espace vert les surfaces en eau, c'est-à-dire l'Orne, le canal, le bassin Saint-Pierre. Alors, on les sanctuarise, d'accord, ils étaient sanctuarisés de longue date. Mais ça vous permet de rajouter là 53 hectares. Ils étaient là hier, ils sont là pour, j'espère toujours, et pourquoi dans cette comptabilité on est obligé de vous les redonner? C'est très artificiel. Également dans beaucoup de zonages, en particulier pour ceux qui techniquement savent un peu plus ce que ça veut dire, les zonages UC, c'est-à-dire les zonages de pavillonnaires avec des jardins, où il y a toujours eu une obligation de 30% d'espace vert, et ben on dit ces 30%, on les sanctuarise. Compte de ce qu'ils appellent l'effet mosaïque, on fait le décompte, ça fait 100 hectares de plus. Mais ces jardins privés, ils ont toujours été là. Et il était interdit d'y construire. Heureusement pour beaucoup, dans les mêmes règles, il sera toujours interdit d'y construire. Mais aujourd'hui, on les comptabilise. Ça permet, si vous voulez, en rajoutant ici ou là des espaces verts artificiels ou qui étaient déjà sanctuarisés, d'en supprimer d'autres sans que ça se voie quand vous faites la comptabilité générale des espaces verts sur la ville. Ça, c'est un effet très pervers et qui, à mon avis, cache ce qu'on ne veut pas réellement dire. Hein, c'est politique, c'est une technique qu'on connaît bien et je la trouve pas honnête vis-à-vis des gens. Alors, après, vous pouvez aussi vous poser des questions. Ça, c'est plus un espace question. Justement, dans les secteurs UC pavillonnaires, aujourd'hui, si vous avez des quartiers entiers avec des pavillons entourés de jardins, les jardins se rejoignant d'un pavillon à l'autre, lorsque vous êtes chez vous, vous avez votre jardin, mais vous bénéficiez quand même d'une ambiance générale, le jardin de tous vos voisins. Ça, c'est équilibré. Ça correspond à une contrainte réglementaire qui, en général, était une règle de recul. Ça veut dire que vous n'aviez pas le droit de construire l'extension de votre maison dans un périmètre qui, en général, est variable en fonction des hauteurs de 5 à 10 mètres tout autour de votre terrain.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez dans beaucoup d'endroits des routes, des pavillons en léger recul par rapport à cette route, et jamais de construction le long de la route. Mais ça vous donne une typologie, c'est-à-dire une esthétique urbaine, une image de l'ensemble qui est extrêmement cohérente et finie. Et je dis bien, c'est ça qui est important, vous êtes dans un jardin et vous bénéficiez de la succession des jardins qui vous entourent. Vous avez des voisins, on est en ville, tout cela est normal. Et bien là, au prétexte qu'on peut autoriser des extensions ici ou là, on autorise maintenant, en secteur UC, les constructions en mitoyenneté. Alors l'espace question, c'est que pour celui qui souhaitait faire un agrandissement de sa maison, c'est une opportunité, je vais enfin avoir le droit de la construire. Mais pour celui qui est après, qui disait, moi je vais pouvoir faire ma petite véranda, bénéficier un petit peu de ce havre de paix que sont les jardins. Quel est l'intérêt, puisque de toutes les façons, devant sa véranda viendra un mur avec une construction. Donc vous vous rendez compte qu'au travers de propos où on vous dit vous aurez enfin le droit de faire telle ou telle extension, en termes d'image générale, voire même parfois d'intérêt particulier, on peut se poser la question, est-ce que l'évolution de cette typologie urbaine aujourd'hui est vraiment souhaitable? Moi j'ai une réponse assez claire là-dessus. Non, je ne le souhaite pas. Parce qu'on va créer énormément de contentieux entre des voisins qui jusque-là s'entendaient bien. Vous allez voir la multiplication des contentieux. On va au final dégrader des ambiances. Lorsque vous avez deux pavillons où il y avait une coupure obligatoire de verdure et vous avez le droit de les rejoindre, ça veut dire que vous avez aussi le droit d'avoir un petit immeuble qui rejoint 2 ou 3 pavillons et qui vous donne quand même une forme urbaine très différente là où hier vous aviez des jardins et des maisons. Il y aura bien les règles, 30% d'espace vert, on sait très bien ce que ça donne. On mettra les voitures derrière, on plantera un petit peu, on trichera sur les espaces verts et on aura quelque chose à peu près potable. Mais là, danger. Je dis danger, là où c'est équilibré aujourd'hui, grâce à une contrainte, à cause d'une contrainte. Je vous laisse répondre, vous avez un résultat, demain vous aurez un résultat totalement différent. Totalement différent. Alors la lecture de ces règles, elle est assez complexe. Il faut bien souvent, et dans les contentieux en termes d'urbanisme qui sont nombreux, on est amené à lire ces règles avec précision, le sens de la virgule, l'endroit où le point a été marqué, et il y a un débat très juridique. Si d'ailleurs la règle n'est pas écrite de façon suffisamment précise, le contentieux est d'autant plus difficile et long. Donc je crains qu'on aille à l'avenir multiplier ces contentieux et sur des équilibres qui existaient dans tel ou tel quartier, et bien d'arriver à vraiment des zones de confrontation, de défis et même de conflits. Ils ont été adjoints à l'urbanisme, je sais ce que veulent dire ces conflits, ils sont très très durs à vivre et souvent ils déstabilisent même au-delà de votre vie familiale, de là où vous êtes plus intégré de la même manière à votre quartier. Donc là, je dis alerte, peut-être que j'exagère cette vision des choses, mais je pense qu'il faut se poser vraiment la question aujourd'hui.